Salut l'internaute. Tu vas avoir du mal à y croire. Moi aussi, je t'avoue que je me suis dit non, c'est pas possible. Pas tout de suite, pas comme ça, pas si gros. Eh ben si. Mercredi, après plusieurs mois d'absence, je suis retourné au CRCM, au compte-rendu des conseils des ministres, poser mes questions à la nouvelle porte-parole du gouvernement. Et son entourage m'a pris à partie, disons-le, agressé, devant tout le monde, illustrant une nouvelle fois là l'autoritarisme de ce pouvoir envers les journalistes et les médias. On fait le point. J'avais oublié que ce générique était si joyeux. Ça tranche avec le ton sérieux du jour, même si on est sur ma chaîne YouTube et qu'ici, on s'autorise toute la liberté possible, même ailleurs dans mon travail en général, mais bon, peu importe. Il va falloir être capable de vous communiquer à la fois la gravité de la situation qui n'est absolument pas, j'allais dire, euh, extraordinaire, et c'est aussi le problème, tout en préservant un peu de légèreté, parce qu'on est là, on est tranquille, et parce qu'on ne va pas céder à la pression, en tout cas pas moi. Donc, le contexte. Après plusieurs mois d'absence, comme je vous l'ai dit, dû à la fois au changement de gouvernement d'un côté, cet été, vous savez, la dissolution de la législative, et de l'autre, eh bien, un changement de travail. De mon côté, j'ai quitté le média après plus de 3 ans de bons et loyaux services là-bas, le 18 novembre, après 2 mois d'absence à l'antenne, mais ça c'est un autre sujet, on y reviendra peut-être un jour. Me voici enfin de retour sur le terrain des CRCM. Si tu suis mon travail depuis suffisamment longtemps, tu sais déjà ce qu'il en est. Tu connais le passif avec la porte-parole, l'ex-porte-parole de l'ex-gouvernement. C'était à l'époque Prisca Thévenot il y a quelques mois déjà. Et peut-être que dans quelques jours, ça ne sera plus, déjà très rapidement, Maud Bréjon mais quelqu'un d'autre. Alors, depuis, ce dernier a changé, le casting de fait, c'est donc Maud Bréjon, mais aussi le lieu. Mais les méthodes sont restées identiques, voire plus violentes encore. Et face à ce qu'il s'est passé ce mercredi, il est hors de question que je me taise et que je laisse passer ça. Alors, pour être honnête avec vous, c'est très pénible pour moi de prendre du temps, ce temps pour préparer et tourner ce genre de vidéo. Je dis ce genre de vidéo parce que c'est quand même déjà la deuxième en même pas une année. Si vous avez loupé le premier épisode, c'est sur la chaîne YouTube, allez le voir, sans compter les posts Twitter et celui important sur Instagram en avril qui résume le dossier. Alors bref, je disais, ce temps serait mieux investi pour travailler mes sujets, mes enquêtes. Mais en réalité, en y réfléchissant sérieusement, ce que je m'apprête à vous raconter fait partie intégrante de ma mission de journaliste, c'est-à-dire pointer du doigt ce qui dysfonctionne et dénoncer des faits, surtout quand il s'agit du pouvoir politique. Ce mercredi, le 27 novembre, je me rends donc au Conseil des ministres, au compte-rendu du Conseil des ministres. Avec le changement de gouvernement, il n'a plus lieu à l'Élysée, où pourtant a lieu le Conseil des ministres, la réunion des ministres. Le compte-rendu, lui, a bougé sur l'autre rive de la Seine dans les locaux du Premier ministre, avenue de Ségur. Ce qui veut dire qu'il faut trimballer toute l'équipe, c'est-à-dire la porte-parole du gouvernement, son équipe, les journalistes, etc., dans un car noir digne d'un tourbus de rockstar chaque semaine sur environ 3 km, sans aucune raison technique valable, puisque jusqu'ici ça avait lieu dans les mêmes locaux, c'est-à-dire juste à côté à pied. Bref, apparemment il n'y a pas de problème de budget de ce côté-là. Ce n'est donc plus Prisca Thévenot à l'Élysée, mais Maud Bréjon avenue de Ségur. D'ailleurs, devinez qui j'ai croisé à l'Assemblée nationale quelques jours plus tôt. Pas augmenter le coût du travail. Voilà, Vous allez bien? très bien, et vous? J'ai vu que vous avez quitté le média. Effectivement. Vous avez vu, je vous lis. Vous me suivez, c'est gentil. Et vous n'êtes plus en CRCM? Si, demain ou après-demain, on verra ça, on s'en reverra. C'était le 19 novembre. La veille, j'avais annoncé sur Twitter, donc le 18, mon départ du média. Ma propre mère n'était pas encore au courant que l'ex-porte-parole du gouvernement, si. Celle-là même qui apparemment s'inquiétait depuis me voir au CRCM. Alors qu'elle n'y est plus, puisqu'elle est redevenue députée cet été. Bref, étonnant, amusant, mais passons et revenons au mercredi 27. Une semaine plus tard donc, pour le même sujet que je prépare. Me voici accrédité au compte-rendu du Conseil des ministres. Je m'y rends, c'est ma rentrée, ça fait longtemps que je suis pas revenu, j'y croise les visages des journalistes politiques habituels que je n'avais pas revus depuis juin. France Info, France Inter, BFM, CNews, AFP, etc. On est une dizaine, dont plusieurs qui m'avaient pris à partie, voire aussi agressé en début d'année, entre février et mars. C'est cette dizaine-là qui transmettra l'actualité politique du jour aux principales rédactions du pays, reprise par tous les autres médias. Info, sortie de la bouche de la porte-parole du gouvernement, débordante d'éléments de langage et de bonnes doses de langue de bois. C'est l'exercice de communication du pouvoir, pour ne pas dire de propagande. C'est comme ça. J'y vais cette fois-ci pour un sujet que je prépare depuis quelques jours pour l'humanité. Je travaille désormais en partie pour le journal, plus précisément pour sa nouvelle émission mensuelle qui s'appelle Ça ira, dont la première a lieu le soir même. Mon sujet, les 50 ans du discours de Simone Veil sur l'IVG,
Mais l'actu autour de la censure du gouvernement, qui pointe un peu le bout de son nez, eh ben, étant là, je m'en saisis aussi. Alors, avant de vous raconter les événements qui se sont déroulés en off, c'est-à-dire en coulisses, après le compte-rendu filmé, je vais vous montrer le in, c'est-à-dire justement ce qui est filmé, ce qui s'est passé avant, donc devant les caméras. Soyez attentifs tout du long, tenez bon, car je vais faire quelques commentaires pour vous donner du contexte, et puis surtout, comme ça, vous aurez tout, vous pourrez juger sur l'échange, sur pièce, pour mieux comprendre ce qui suivra. C'est parti. Bonjour Madame la Ministre. Jamil Sanli pour l'Humanité. Alors pour revenir sur le sujet de l'éventuelle censure du gouvernement, alors selon Europe 1 ce matin, vous avez sans doute lu cela, les négociations vont bon train en coulisses avec le parti de Marine Le Pen, tout du moins peut-être avec elle-même, on ne sait pas. Et ma première question c'est celle-ci. Qu'est-ce qui est négocié ? Qu'est-ce qui est possible d'être négocié avec le parti de le Rassemblement national et le gouvernement ? Nous négocions avec l'ensemble des groupes parlementaires. Je vais... Pardonnez-moi, peut-être me répéter par rapport à ce que j'ai déjà dit C'était pas assez complet. Il y a quelques minutes, non, je vous en prie. Alors oui, en effet, BFM TV, le journaliste de BFM, passé juste avant moi au micro, a échangé avec elle pendant 5 longues minutes sur le sujet, notamment d'une taxe sur l'électricité, mais aussi sur leur position délicate face au RN pour éviter la motion de censure, sans frontalement questionner l'ambiguïté claire de la Macronie avec l'extrême droite. Et c'est là le fond de ma question. Mais comme je ne l'ai pas imposée d'entrée de jeu, elle part dans un tunnel sur ce qui l'arrange. Quelques minutes, non, je vous en prie. La méthode qui a été la nôtre depuis la nomination du gouvernement a déjà porté ses fruits, au sens où elle a permis un certain nombre de compromis sur des sujets majeurs pour les Français que les parlementaires entendent dans leur circonscription, notamment sur les retraités les plus modestes. Notre volonté, c'est d'arriver à co-construire un budget avec le Parlement, de tenir le crayon avec les députés, et donc nous sommes prêts autant que possible à avancer avec eux sur leurs demandes, qu'il s'agisse de l'électricité ou d'autres sujets budgétaires. Maintenant, il y a un cadre, encore une fois, qui s'impose à nous, et donc nous ne pouvons pas faire des promesses en l'air, nous ne pouvons pas raser gratis. On l'a assumé depuis le départ, c'est notre responsabilité, et nous n'avons pas été nommés pour mentir aux Français sur la situation budgétaire telle qu'elle est aujourd'hui. Et sur la question, encore une fois, spécifique de l'électricité, c'est une demande, certes, qui est portée par le Rassemblement national, mais ce n'est pas une demande qui est uniquement portée par le Rassemblement national. J'observe d'ailleurs au Sénat qu'un amendement a été porté par le sénateur Husson qui plafonne la hausse de cette taxe, fameuse TICFE, c'est un peu technique, au niveau d'avant-crise. Donc, c'est une demande qui est formulée aujourd'hui de toutes parts. Nous travaillons pour faire en sorte de trouver le point d'équilibre le plus satisfaisant pour l'ensemble des parties prenantes, mais sans s'engager sur des promesses que nous ne pourrions pas tenir et qui, encore une fois, feraient courir un risque budgétaire à moyen terme encore plus important au pays. Et je crois que chacun le comprend. Vous savez... Sûr. Non mais pardonnez-moi. Quand j'entends les uns et les autres... Alors là, il s'est passé quelque chose que vous n'avez pas pu entendre car les micros sont très directionnels, c'est-à-dire qu'ils ne captent que la voix de la personne pile devant. Pourtant, dans la salle, derrière moi, à 1 mètre, à peine 2, quelqu'un vient de me demander sèchement de me taire. Alors que j'essaie de dialoguer avec la porte-parole et qu'il n'y a là rien d'anormal, et qu'on est en direct, on est là pour ça, bref, je suis surpris et en même temps pas vraiment. Surpris que l'on ose le coup de pression pile le jour de mon retour, mais pas surpris que l'on ose le coup de pression tout court. On a déjà connu ça. Alors, je continue. Même si un peu perturbé, j'essaie de recentrer sur ce qui m'intéresse, sur le fond de ma question, que je vais préciser juste après, vous allez voir. Et ici, en fait, je tente juste de lui dire qu'elle se répète, qu'on a compris, pour avancer et éviter le tunnel qui souvent n'a pas d'autre objectif que de noyer le journaliste en face. C'est de la rhétorique. C'est une pratique connue, utilisée et usée par beaucoup, et sans doute que la personne qui m'ordonne de me taire depuis la salle, là derrière moi, le sait. Peut-être même c'est elle aussi où je souhaite aller dans mes questions et tente de m'en dissuader. J'avoue que ce coup de pression, plus le fait que je ne suis pas revenu ici dans cet environnement que je sais au minimum toxique, si ce n'est hostile, depuis un moment, tout ça me perturbe un peu et ça me met en alerte. Je crois reconnaître en plus la voix de la personne derrière moi, mais je ne me retourne pas encore, on poursuit.
Non mais pardonnez-moi. Bien sûr. On l'a entendu, Quand, ça, quand vous j'entends, répétez quand effectivement. j'entends les uns et les autres dire que la mesure telle qu'elle est aujourd'hui ampute le pouvoir d'achat des Français, comme si les factures d'électricité augmenteraient demain, je veux redire que c'est un mensonge, mais éhonté qu'est fait aux Français. On s'est engagé sur une baisse des factures autour de 9%. Et donc, si on peut aller plus loin, nous irons plus loin. Mais je le redis, nous avons un déficit à plus de 6%. Ce n'est pas une donnée abstraite, c'est extrêmement concret. Vous avez vu par exemple hier que l'écart de taux auquel la France et l'Allemagne empruntent à 10 ans est le plus élevé depuis une douzaine d'années. C'est aussi des signaux que les responsables politiques, en tout cas ceux qui le sont vraiment, doivent entendre. Bien sûr, je l'ai donc compris ce que vous dites à l'instant. Désolée, je vous ai fait un tunnel. Oui, effectivement, mais peu importe. Un tunnel de 3 minutes, en effet. Plein de répétitions et pas mal de hors-sujet aussi. Bref, je peux enfin en placer une. Désolée, je vous ai fait un tunnel. Oui, effectivement, mais peu importe. Non, ce qui m'intéresse de savoir, c'est, pour reprendre ce que vous dites là, vous n'avez pas été élu, tout du moins, vous n'avez pas été mis en place au pouvoir pour faire ce que vous dites à l'instant, de mentir aux Français. Mais aussi, le président de la République a été élu par 2 fois pour faire barrage au Front National. Et là, on le lit un peu partout, on entend que Marine Le Pen elle-même est identifiée comme la personne qui pourrait ou non appuyer sur le bouton de la dissolution, tout du moins de la instant de pouvoir faire censurer le gouvernement. Merci pour le mot. Voilà, donc elle est quand même identifiée comme cela. Est-ce que c'est pas quelque part un message envoyé aux Français de dire voilà, finalement on fait plus barrage au Front National, au Rassemblement National, mais on travaille avec eux et c'est normal, c'est un parti normalisé. Alors, faut pas confondre les choses. On peut combattre. Combattre les idées du Rassemblement national, combattre le projet du Rassemblement national, c'est pas combattre les électeurs du Rassemblement national. Et c'est fondamentalement différent. Chaque député représente aujourd'hui un petit bout de France. Vous avez entendu ? Je viens de dire, c'est une discussion. D'une voix un peu différente parce que je me retourne pour m'adresser à quelqu'un derrière moi. Je vous repasse le passage avec les sous-titres. Combattre les idées du Rassemblement national, combattre le projet du Rassemblement national, c'est pas combattre les électeurs du Rassemblement national. Et c'est fondamentalement différent. Chaque député représente aujourd'hui un petit bout de France. Si je dis à ce moment-là au micro, c'est une discussion, c'est en réponse à l'homme derrière moi, vers qui donc je me retourne, qui venait de hausser encore plus le ton et de me lancer un menaçant et clair « Arrêtez !» Comme cela. Un ordre lancé parfaitement audible par toutes les personnes autour de nous et qui ne peut être vécu autrement que comme une forme d'intimidation. J'ai beau avoir déjà connu des coups de pression dans le contexte du début d'année, vous le savez, ce n'était pas directement de la part du pouvoir, même si c'était lié ensuite, mais, et ça peut étonner, de la part de journalistes dans la salle, à ce moment-là. Je ne vais pas vous réexpliquer le truc, machin, analyser les choses, allez voir la vidéo de l'époque, je vous mets le lien en description, et lire les enquêtes de Off Investigation et d'Arrêt sur Image pour comprendre ce qui s'apparente à la défense d'une forme de journalisme de cours, pour certains. Alors à l'époque, on m'avait clairement reproché, sans le dire, que j'étais de gauche, en gros. Mon positionnement, ou encore lancer au visage cette phrase « Votre simple présence est un problème ». Mais cette fois, c'est différent. L'homme qui ouvre les hostilités, qui me crie dessus pendant que je travaille, hein, c'est simple, c'est ça qui se passe, n'est pas un confrère, mais le conseiller communication et presse de Maud Bréjon, Benjamin Sayag. Une personnalité identifiée, hein, qu'on peut très bien nommer. À cet instant, la porte-parole est face à lui. Lui, il est assis à ma gauche. Elle est en face de moi. Elle le voit, elle l'entend parfaitement quand il me crie dessus « Arrêtez !» Mais fait comme si de rien n'était, car elle sait que ce n'est ni filmé ni capté par les micros, ce qu'il dit. Et qu'elle va pouvoir sans doute bénéficier de mon éventuel état de stress. Elle poursuit donc avec un tunnel de plus d'1 minute 15. Chaque député représente aujourd'hui un petit bout de France, en l'occurrence une circonscription sur 577, et se fait le relais, tant les députés de la France Insoumise que les députés du Rassemblement National, que ceux du Socle commun, etc., de ce qu'ils entendent dans leur circonscription et du programme qu'ils ont défendu et sur lequel ils ont été élus. Donc on respecte les 577 députés qui sont, que ça nous plaise ou non, tous élus de la République. Et moi, je ne suis pas là pour préjuger du bien fondé des revendications des Français dont ils se font écho à l'Assemblée nationale. Le pouvoir d'achat, qui n'est pas l'apanage du Rassemblement national, est
une préoccupation extrêmement, je crois, sérieuse. J'étais moi-même députée, extrêmement concrète, que chaque député entend dans sa circonscription. Et écouter et prendre en compte les députés qui nous remontent ça, ce n'est pas faire le jeu du Rassemblement national, c'est respecter l'ensemble des Français qui ont été aux urnes. Voilà. Et je crois que la meilleure façon de combattre le projet du Rassemblement national, c'est aussi d'être en capacité d'écouter ce que nous disent leurs électeurs. Donc là, si j'entends bien, il n'y a plus de débat sur le fait que le RN fait partie de l'Arc républicain. Il fait partie de l'Arc républicain. C'est absolument pas le propos que je viens de tenir. Moi, je dis que tous les élus, les 577 députés, sont des élus de la République. On fait une distinction entre le socle commun qui soutient Michel Barnier et les députés d'opposition. Je ne mets pas de signe égal entre tel ou tel groupe. Et d'ailleurs, je n'ai pas été mandatée pour ça. Je dis qu'un gouvernement, quel qu'il soit, doit le respect aux parlementaires élus, quels qu'ils soient. Parce qu'à travers eux, c'est des Français qui sont représentés. Et ça ne signifie pas qu'on est d'accord ou non avec les idées qu'ils véhiculent. Et vous prenez l'exemple du Rassemblement national, je pourrais prendre l'exemple de la France insoumise. On doit autant le respect aux uns et aux autres, parce que, quoi qu'on pense de ce qu'ils défendent et des valeurs qu'ils véhiculent, ils ont été élus. Et quand on est démocrate, on respecte le choix des Français. Bon, l'extrême droite et la gauche est différent, mais peu importe, ma dernière question, c'est celle-ci. Je me sais maintenant parfaitement et frontalement attaqué par un conseiller de l'Élysée que je ne connais pas encore, mais malgré le coup de pression qui n'a fait réagir personne dans l'assistance, restée bien silencieuse, je décide d'aller au bout de mes questions, sans m'interdire de souligner rapidement qu'il est indigne de mettre la gauche et l'extrême droite dos à dos comme Céleste Vallet, comme Macron le fait depuis surtout les européennes, les dernières et la dissolution. Puis j'enchaîne, pour pas non plus partir sur ce terrain-là, directement sur ma dernière question. Et quand on est démocrate, on respecte le choix des Français. Bon, l'extrême droite et la gauche est différent, mais peu importe, ma dernière question, c'est celle-ci. On a lu aussi, parmi les négociations possibles, ça pouvait porter sur la réduction de l'aide médicale d'État. Est-ce que là-dessus, c'est un terrain sur lequel des négociations avec le RN peut être possible dans ce cadre-là? Ça n'a pas été évoqué par le Premier ministre hier, sauf erreur de ma part. Voilà, bien sûr, mais oui, vous l'avez lu, ça n'a pas été évoqué par le Premier ministre hier. Mais c'est une revendication que le RN porte, peut-être que ils vous proposeront. Et là-dessus, il n'y a pas de débat? Ça n'a pas été évoqué par le Premier ministre hier. L'aide médicale d'État doit être contenue, comme l'ensemble des dépenses. Et la meilleure façon, la façon la plus efficace de contenir les dépenses liées à l'aide médicale d'État, c'est de réduire l'immigration clandestine. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Madame la Ministre, Nicolas Laurent, TF1 LCI. Traduisons cette séquence dans sa forme et son fond. Elle me répond avec un ton, un air, qui laisse entendre que je suis mal informé, que c'est de la rumeur, quelque part, bref, que je ne suis pas sérieux, que je raconte des bobards. Ça n'a pas été évoqué par le Premier ministre, dit-elle, et répète-t-elle. Puis, devant mon insistance, qui, vous le verrez, à la fin de l'histoire, est à la source des hostilités en ma direction, elle me répond en choisissant, vous voyez, ces mots, avec précaution, elle est même plutôt lente, comme si elle marchait sur des œufs. Mais dans les faits, elle nous dit déjà que oui, le gouvernement Barnier est aligné sur le RN concernant les politiques racistes, disons-le comme ça, visant les étrangers en exil. Je vous repasse la séquence. Là-dessus, il n'y a pas de débat? Ça n'a pas été évoqué par le Premier ministre hier. L'aide médicale d'État doit être contenue, comme l'ensemble des dépenses. Et la meilleure façon, la façon la plus efficace de contenir les dépenses liées à l'aide médicale d'État, c'est de réduire l'immigration clandestine. C'est le lendemain soir, soit le jeudi 28, que tout se confirme. Michel Barnier, le Premier ministre, annonce dans le Figaro, je cite, « une baisse sensible de l'aide médicale d'État, l'AME, pour les clandestins l'an prochain. » Impossible que la porte-parole du gouvernement ignore à ce moment-là l'imminence de l'annonce qui a forcément été abordée en Conseil des ministres mercredi en sa présence. La réponse qu'elle daigne me faire à ce moment-là, prudente, en parlant de contenir le budget de l'AME, comme tous les autres budgets, et en visant une réduction de l'immigration clandestine, pour la citer encore une fois, préparer le terrain. Pour rappel, l'AME, c'est 0,5% du budget de la santé en France, c'est anecdotique. Alors que sur le terrain sanitaire, c'est crucial pour prévenir des maladies chroniques dans le pays, des épidémies, etc. Allez vous renseigner, c'est très intéressant. Et c'est clair. Mais surtout, à ce moment-là, ça me donne raison quand j'essaie de savoir si le barrage face au RN, et pour lequel la Macronie a été par deux fois mise au pouvoir, a définitivement sauté. Si Macron confirme alors
préféré composer avec l'extrême droite plutôt qu'avec la gauche, même s'il n'y a plus beaucoup de doutes là-dessus. Et si oui, qu'il s'en explique. Mais non, on préfère la langue de bois, l'arrogance, et ordonner à un journaliste de se taire en lui criant dessus lâchement depuis les coulisses. Mais avant d'y venir, aux coulisses, la fin des questions-réponses avec les journalistes arrive, d'ailleurs étonnamment vite, et je me lève in extremis pour une dernière question portant sur un sujet non abordé et pourtant à l'ordre du jour. Qu'ils ont élu de la responsabilité. Merci. Merci. Je vous remercie. Une dernière question. Pardon. C'était le troisième point en plus de votre compte-rendu, le sujet des violences faites aux femmes. Je souhaiterais l'aborder avec vous. Alors hier, c'était le 50e anniversaire du discours de Madame Veil. Bien sûr, on l'a commémoré hier, le 26 novembre, qui portera ensuite une loi défendue par tous, instaurée contre raison de l'avortement en France. Vous promettez avec le gouvernement aujourd'hui de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité absolue. Je vous cite de tout à l'heure. Pourtant, le gouvernement actuel est composé de ministres problématiques sur ce sujet et certains qui ont voté contre l'inscription de l'IVG dans notre Constitution. Je citerai quelques-uns. Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, Laurence Garnier, secrétaire d'État à la Consommation, Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur, Annie Genevard de l'Agriculture, ou encore François-Noël Buffet aux Outre-mer, pour ne citer que. Ma question est donc celle-ci. Que dites-vous aux femmes aujourd'hui inquiètes et à leurs alliés de voir leurs droits moins bien défendus sous ce gouvernement, voire en danger avec un gouvernement dont certains ministres sont hostiles à la défense de leurs droits entièrement ? D'abord, je leur dis qu'il n'y aura jamais aucun recul quant aux droits des femmes en France sous le gouvernement de Michel Barnier. Je leur dis ensuite que le cadre qui s'applique à l'ensemble des ministres, peu importe ce qu'ont pu être leurs votes par le passé, c'est celui qui a été fixé par Michel Barnier et qui va dans ce sens. Et je terminerai quand même en précisant qu'il n'y a pas eu, lors des votes qui concernent en réalité l'inscription de l'IVG dans la Constitution, de prise de position des ministres que vous avez cités, s'opposant au droit même de l'interruption volontaire de grossesse. Voilà, ça peut sembler une nuance, mais je crois que c'est une nuance qui n'en est pas une. Et voilà, c'est tout ce que... Certains sont encore ambigus, et effectivement, on l'a vu, le fait que la dissolution qui a donné lieu non, pardonnez-moi, certains ne sont pas ambigus quant au droit des femmes à avoir recours à l'IVG. Je ne ferai pas partie d'un gouvernement qui remettrait en cause d'une façon ou d'une autre la nécessité de préserver ce droit. Voilà. Donc je voudrais couper court à toute rumeur en la matière. Bien. Et redire ce qu'a dit le Premier ministre. Il n'y aura évidemment aucun recul en la matière, et je n'aurais pas accepté le poste qui est le mien aujourd'hui si le moindre recul sur cette question-là, comme sur d'autres d'ailleurs, aurait pu avoir lieu. Très bien. Merci à vous. Autant vous dire que quand je me suis levé, à ce moment-là, pour pouvoir aller au micro, j'ai presque entendu certains penser fort, super, le relou, il retourne. Alors, à la décharge de certains présents dans la salle, il y a des journalistes qui sont là uniquement pour récolter les éléments de langage, puisque c'est ça dont il s'agit, et les donner à leur rédaction, point barre, comme les agences de presse par exemple. Donc clairement, ça les emmerde un peu quand ça dure un peu plus ou quand ça insiste pour avoir une réponse, parce que c'est pas le but pour eux. Et c'est bien là tout le problème à mes yeux en général. Bref, j'avais prévu à ce moment-là de la relancer, la porte-parole sur le sujet des violences faites aux femmes, mais je crois que d'une part, sa réponse donnait une démonstration du malaise du gouvernement face à l'extrême droite sur ce terrain, avec du coup des ministres ambigus par exemple dans le gouvernement, et aussi je sentais une ambiance pesante dans la salle, sans doute le poids du regard de Benjamin Sailhac derrière moi, qui n'a d'ailleurs pas réitéré de bruit pour me parasiter depuis que j'ai osé lui répondre un peu plus tôt. Le CRCM filmé s'arrête à ce moment-là. Très bien. Merci à vous. Merci à vous, bonne fin de journée, bonne semaine. Le direct, retransmis sur le YouTube du gouvernement et à la télévision parfois, est terminé. À ce moment-là, débute alors au même moment le off. On bascule directement dedans, c'est-à-dire sans caméra ni micro, là où les langues sont moins prudentes et les méthodes moins feutrées, on va le voir. Parce que tout se passe alors très vite. Benjamin Sailhac, assis donc à 1,5 m de moi sur ma gauche, au premier rang, comme moi, se lève, comme tout le monde, et se tourne vers la régie, au fond de la salle, toute petite salle, donc pas très loin, où tous les journalistes sont encore présents. Il demande à la régie, si les caméras sont bien coupées, mais il le redemande une seconde fois, et encore une troisième fois, comme pour bien attirer l'attention de tous sur lui, ce qui fonctionne. On se demande pourquoi une telle insistance, et là, la régie lui confirme que les caméras sont coupées, et il me bondit dessus.
en me disant « Monsieur Stanley, c'est pas une discussion, c'est un compte-rendu » qui me lance au visage comme ça avec beaucoup d'animosité. Je suis franchement décontenancé et choqué de me faire agresser. J'ai senti venir la dernière seconde, mais je ne pouvais pas y croire que ça pouvait se passer comme ça en vérité. Enfin, c'est de se faire agresser comme ça de la sorte devant tout le monde. En plus, pile le jour de mon retour, super. Il me laisse à ce moment-là pas le temps ni la place pour répondre. Il m'assène de mots, je crois qu'il me répète la même chose, et me contourne, toujours avec plein de véhémence. Alors je t'avoue en plus que je suis fatigué de tout ça. Ce soir, c'est la première alluma. Je reprends tout juste l'exercice au CRCM, ce qui est en soi un exercice délicat. Et les coups de pression qu'il m'a mis pendant tout le in, bref, ça n'aide pas. Mais alors qu'il me contourne et s'éloigne en direction du couloir sans me laisser répondre, je lui rétorque quand même « Vous n'êtes pas très urbain de me prendre à partie devant tout le monde comme ça. » Et il me répond un peu bêtement et toujours agressif « Si, je suis urbain. » Et il disparaît dans le couloir. Alors moi, je suis franchement gentil, j'aurais eu tout le droit de faire un vrai scandale, même en plein direct, en fait, quand au moment il me dit arrêtez, quand il me crie dessus comme ça, j'aurais pu très bien faire, on vient de me dire un truc, là, c'est pas normal. Mais non, car en vérité, moi, je suis urbain, contrairement à ce monsieur. Hein, ce monsieur plein d'arrogance qui se permet de m'afficher devant tout le monde, demandant bien à la régie de couper les caméras par 3 fois, le demandant fort pour que tout le monde l'écoute. Vous vous rendez compte un peu de la méthode, en fait. Comme pour rechercher à bien m'humilier, à bien me recadrer devant le maximum de personnes. Mais dans quel but? Chercher à me soumettre, à me faire comprendre, et aux autres, pourquoi pas, en ricochet, que c'est eux qui décident de comment on doit travailler ici, de comment les journalistes doivent se comporter. Dites-vous qu'il y a quand même régulièrement des étudiants, des jeunes, des stagiaires en journalisme présents dans ces comptes rendus. C'est lunaire. Alors, arrogant, virulent, mais pas très courageux. Je suis toujours à la même place, moi, dans la salle, j'ai pas bougé, que lui m'a contourné et qu'il est déjà dans la salle d'à côté, où il y a la machine à café et où le off politique va se faire, c'est-à-dire l'échange informel entre la porte-parole du gouvernement, son entourage, et les journalistes qui donnent lieu à des échanges, à des informations supplémentaires pour comprendre un peu mieux les choses, pour mieux expliquer à notre rédacteur en chef ou à notre rédaction, pour bref, mieux rédiger nos papiers, et qui sortent parfois dans la presse en off. Hein, voilà, c'est-à-dire que sous un couvert de selon l'entourage de, voilà, pour anonymiser et pas nommer les personnes directement. Alors, à ce moment-là, moi, je suis toujours dans la première salle, celle où il y a eu le in, je me retourne vers ma consoeur, là, celle qui est assise à ma droite, depuis le début, et qui a tout entendu, c'est pas possible autrement, hein, lui faisant part alors de mon état de choc, un peu de ce qui se passe. Tout ça se passe dans un moment très court. Et elle me répond, sans me regarder, le regard baissé vers le bas, sur ses chaussures ou sur son sac, je sais plus. Elle me dit, ne me demande rien, moi j'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'étais en train de travailler. D'accord. Merci bien. Idem du côté du journaliste juste derrière nous, un habitué là aussi, qui a comme tout le monde parfaitement tout entendu. Il commence par me sortir manifestement mal à l'aise. C'est vrai que quand même, t'étais un peu long avec tes questions, mais je tombe à la renverse, dégoûté de voir si peu de courage et d'honnêteté en vérité, et de solidarité. Même si je suis pas étonné, mais quand même, je peux pas tout vous raconter en détail, mais quand même, on a je tombe à la renverse. Et allez, je vous invite à aller calculer la durée de mes questions, comparée avec la durée des questions du mec de BFM juste avant moi. Vous allez voir, ce n'est pas la raison pour laquelle on m'a attaqué. Et d'ailleurs, il le dit. Il dit, le conseiller qui m'attaque, il me fait c'est pas une discussion, c'est un compte-rendu. Genre, et on va le comprendre plus tard, ça doit être, tu vois, voilà, vous êtes là juste pour noter en fait ce qu'on vous dit. C'est un peu comme ça qu'il faut le prendre. Ce n'est pas pour la durée des questions que l'on m'attaque. Non, tout le monde le sait. Et en vérité, la plupart, comme ces deux-là, les deux journalistes avec qui j'ai parlé, sont juste flippés. Ils n'ont pas intérêt à être en conflit s'ils veulent continuer à être dans les petits papiers du pouvoir et faire leur travail tranquillement. Et pour cela, ils doivent donc faire comme le pouvoir dit de faire, et pas autrement. C'est écœurant, mais je ne cherche même pas à les convaincre, j'ai déjà tenté, déjà raté. Tout ça dure quelques minutes, 2 minutes, 3 minutes, c'est assez rapide. Je chope alors ma veste, mon ordi, et je fonce dans le couloir pour rejoindre l'autre salle et directement me confronter à Benjamin Sayag. Je me mets face à lui, sans faire de scandale bruyant. Je suis urbain, je vous rappelle, pour lui demander de s'expliquer, parce que c'est pas possible. Et il n'a rien d'autre à me dire. Il reste véhément. Je lui réponds, alors que ça ne se fait pas, monsieur, de prendre à partie comme ça quelqu'un que vous ne connaissez pas, un journaliste, devant tout le monde en public. C'est extrêmement désobligeant que je lui dis. Et à côté de lui, il y a Jérôme Dupuis, directeur adjoint au cabinet de Madame Bréjon, plus calme, sans véhémence, qui me propose d'attendre après le off politique qui va débuter là,
pour que l'on reprenne cette discussion. Alors, j'accepte. Urbain, le garçon. Un peu bête aussi. Alors, il faut vous imaginer la scène du off politique qui débute. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas vu la première vidéo du mois de février, voilà, en gros, la porte-parole prend un café, elle prend un verre d'eau, elle fait ce qu'elle veut, elle se place au centre de la toute petite salle et au centre de la dizaine de journalistes présents armés de leur téléphone portable pour prendre des notes et envoyer des éléments à leur rédaction, etc. Alors, c'est un échange informel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais très important. Je suis physiquement à gauche de Maud Bréjon. On est côte à côte, quasi hanche contre hanche. Il n'y a personne entre nous. Et les discussions commencent, et essentiellement tournent autour de la possible censure du gouvernement. L'ambiance est calme, peut-être aussi alourdie, pesante, du fait de ce qui vient tout juste de se passer. Moi, je ne perds pas la face, je fais mon travail, je participe même au off. Personne ne réagit d'ailleurs à ce qui s'est passé juste avant, ou presque d'ailleurs. Il y a un confrère qui me sourit en face, dans le petit groupe, il est juste en face de moi, et par là me témoigne une forme de soutien et de sympathie. Donc le off politique se poursuit, et je finis par y participer. Alors que, je vous raconte 2-3 petits moments, vous allez voir. Alors à ce moment-là, il y a un confrère qui rappelle que Marine Le Pen s'affiche sur Twitter comme déterminée pardon, dans sa menace de censure et le gouvernement, et qu'on lui rétorque, notez bien que je ne dis pas qui lui rétorque et qui lui parle, on est en off évidemment, donc on lui rétorque que Marine Le Pen sait qu'elle ne peut pas exiger tout comme enfin tout du moins la personne qui lui rétorque dit j'espère qu'elle sait qu'elle ne peut pas exiger tout ce qu'elle peut exiger. Est-ce que c'est une méthode couée? On ne sait pas. Je pose la question. N'a-t-elle pas un poids supplémentaire, Marine Le Pen, forte de ses 11 millions d'électeurs derrière elle, comme vous aimez la rappeler en fait souvent? Et le RN n'est-il pas le premier parti de l'Assemblée nationale? Réponse de l'intéressé. Ça dépend. Si vous considérez que le NFP est une coalition ou une alliance. Non mais lol. Quelle hypocrisie de me répondre ça, de nous répondre ça, après avoir balayé la victoire du NFP aux législatives et clairement avoir choisi le RN comme première opposition avec laquelle Macron a validé Barnier à Matignon. Ce sont des faits. C'est fou comme ils osent vraiment changer de discours au gré du vent. Parfois même dans le cadre d'une même réponse. Alors, je ne vais pas tout vous raconter du off, mais bon, je continue à faire mes remarques à ce moment-là, poser des questions, tout simplement, chez mon boulot, comme le fait que la stratégie de sauvegarde du gouvernement face à la censure probable est placée par la porte-parole du gouvernement, donc par le gouvernement, sur l'espoir espéré, attendu, supplié d'une trahison du Parti socialiste envers le NFP, pour qu'ils ne votent pas, donc les socialistes, la motion de censure du NFP de la gauche. C'est quasi dit tel quel. Personne source, notre interlocutrice de ce off politique, poursuit le dialogue quelques minutes avec d'autres journalistes et finit par déclarer « Notre électorat ne veut pas du NFP et ne veut pas du bordel ». Je cite la personne. Je laisse cette personne terminer et je lui demande « Ils ne veulent pas non plus du RN, votre électorat. Vous ne le dites pas là, à l'instant. Vous ne précisez pas ?» Je lui demande. Et là, c'est l'agacement. Contenu devant les caméras, quelques minutes plus tôt, mais là, plus de caméra, donc plus contenu. Celle qui cherchait à bien m'adresser aucun regard depuis le départ, alors qu'elle en distribuait un peu partout, et des petits sourires, et dans une ambiance bon enfant, avec certains, bon. Soudain, le plante dans le mien, et me répond, très étonnante la façon dont vous me posez vos questions. Ok, merci, m'attaquer personnellement plutôt que de répondre à ma question d'ordre politique, pourtant claire, c'est définitivement pas très urbain. Tout le monde écoute, c'est le principe du off, ou tapote sur leur smartphone, pendant que la dite personne et moi-même continuons la discussion. Donc, elle me dit, très étonnante la façon dont vous posez vos questions, le RN avec 130 députés ne veut pas prendre les rênes, le RN ne réclame même pas le pouvoir. Ose la dite personne. Très surpris, honnêtement, je lâche un « Ah bon ? Le RN ne veut pas... le pouvoir ne le réclame pas, il n'est pas candidat aux élections présidentielles, il ne voulait pas gouverner cet été ?» Elle me lance alors un regard noir, ou alors agacé, ou pas à l'aise, bref, c'est vraiment pas très agréable, et me répond « Vous vous foutez de moi ?» Je peux pas vous le refaire, je suis pas un comédien là, mais c'est étrange, et c'est agressif, et en même temps pas à l'aise, bref, je comprends pas. Et puis elle me reproche, encore une fois, oralement, la façon dont j'ai à poser mes questions, toujours une attaque sur la forme. Bon, manifestement, elle ne veut pas à me répondre. Alors moi, je ne me mords pas à l'hameçon de l'attaque personnelle, je ne me braque pas d'ailleurs non plus,
Et au contraire, je reste calme et je continue à poser ma question pour savoir si oui ou non le RN est toujours un adversaire politique pour eux et pour leur électorat. Elle ne me répondra pas. Elle me dit, je crois que je vous ai répondu non, mais bon. Alors moi, je n'ai pas lâché et la personne en face de moi non plus. À ce moment-là, Benjamin Sayag, je crois que c'est lui, clôt officiellement le off. Il y a un silence de plomb, puis on demande, vous avez encore des questions? Personne ne répond, donc il clôt officiellement le off et remerciant tout le monde. C'est le moment normalement où on est censé reprendre notre discussion en tête-à-tête comme prévu, mais il s'enfuit littéralement dans un couloir et disparaît en 1 seconde. Arrogant mais pas courageux, hein, c'est confirmé. Reste son collègue, Jérôme Dupuis. Je vais vers lui et je lui parle et l'échange éclaircit un peu tout. Il parle pour Sayag et m'explique que s'il m'a pris à partie comme ça, c'est parce que je ne respecte pas la manière de faire. C'est-à-dire de poser une question et me taire pendant la réponse. Alors que franchement, voilà, il y a des... Voire idéalement, mon contenté de la réponse en vérité. Hein, voilà, hein, parce que vu que c'est les relances, c'était la chose qu'on me reprochait au début. Donc c'est clairement ce que je comprends hein, depuis le départ. Il ira même jusqu'à m'expliquer que mes questions sur le fait que le gouvernement pactise, c'est le mot qu'il emploie, avec le RN, a irrité la ministre, tout en reconnaissant, car je lui rappelle que c'est aussi notre rôle, normalement, de poser des questions qui peuvent parfois irriter, que ce n'est pas personnel, et ce n'est pas personnel, que c'est comme ça, en fait. Hein. Il me dit, oui, c'est l'exercice. Et voilà. Donc, la raison, la seule valable qui explique cette agression publique, ce n'est pas la forme, mais bien le fond. Car sur la forme, le style ou le rythme, pour le citer, dans l'échange, eh ben, c'est propre à chacun. Et je lui dis d'ailleurs que j'en changerai pas. D'ailleurs, il me répond à ce moment-là que oui, c'est pas un problème. Bon, juste avant ça, la salle s'est vidée en quelques instants après le off politique. Et après mon court échange avec le conseiller là, en question, il ne restait quasi plus personne. Seuls 2 journalistes. Un pour une grande chaîne d'infos française. Bon, je ne vais pas... je vais rester évasif, car je ne lui ai pas demandé, je ne le connais pas, si je pouvais le nommer, il était très sympa, mais bon voilà. Et Simon Le Baron, de France Inter. C'est lui qui me souriait amicalement un peu plus tôt, quand on était encore dans le feu de l'action du off politique. Et donc là, on n'est plus que tous les 3. Et Simon, qui tapote sur son clavier, encore dans le rush de son trésor, plaisante un peu en me lançant « ça te rappelle de bons souvenirs ». Tu vois, et puis ça me fait rire, moi, parce que ça fait référence avec ironie, que je sais bienveillante, aux agressions de février et mars à l'Élysée. Lui et l'autre confrère, à ce moment-là, me partagent leur avis sur ce qui s'est passé, on en parle quelques minutes, et ils viennent alors confirmer que cette prise à partie, dont j'étais victime devant tout le monde, c'est pas normal, que c'est dégueulasse, que c'est aussi, sans doute, parce qu'ils sont à cran concernant leur position face au RN et les risques de censure. C'est ce que me dit le confrère de la dite grande radio. Plus tard, par SMS, je demande à Simon Le Baron, de bien vouloir, s'il le désire, me dire ce qu'il a entendu, compris, vu de la séquence en question. Il m'a autorisé à le nommer, ici, et à le citer. Il écrit, je cite, « Salut Djemil, j'ai entendu que Benjamin avait demandé à 3 reprises si les caméras étaient coupées, puis Monsieur Sandly, c'est un compte-rendu, pas une discussion. En substance, j'étais un peu loin, il me dit. Effectivement, il était au fond de la salle. J'ai surtout noté le ton sec et la volonté de te recadrer devant tout le monde. Sur le fond, ça ne m'étonne pas qu'ils essaient de t'intimider un peu, mais ce n'était pas très malin de la part de Sayag. Il me confirme aussi que mettre des coups de pression, c'est un peu leur méthode. Et que s'il s'est permis cette prise à partie avec moi ce jour-là, ça montre selon lui qu'il se croit collectivement autorisé à recadrer les journalistes si notre façon de faire notre boulot ne leur plaît pas. Voilà, tout est dit. On a affaire à un pouvoir obsédé par le contrôle médiatique et allergique aux contre-pouvoirs tels que les journalistes et les médias libres. Alors, ça les rend manifestement dingues et virulent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, non. Ça serait bien trop beau. Il est un peu plus tard que midi, ce mercredi 27 novembre. Quelques heures plus tard, c'est la première de Ça ira, la nouvelle émission politique de l'UMA à laquelle je participe. Un peu plus tôt, ce jour-là, faut suivre, hein, un conseiller de l'Élysée est venu, avant que le CRCM, me demander si j'étais bien journaliste pour l'humanité. Et il me dit un truc du genre, c'est pas pour vous fliquer, il me le dit ce mot-là, mais on n'a pas retrouvé votre nom sur la liste des journalistes. J'étais pourtant bien accrédité, hein. Je suis rentré normalement, en fait. Je suis là, j'ai le droit d'être là, de manière officielle. Mais il me demande si je me trompe pas, en gros. Vous êtes sûr que vous êtes celui-là ? Oui, effectivement.
Alors, je n'avais pas tiqué plus que ça sur le moment, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je lui ai répondu que j'étais nouveau là-bas, donc bon, voilà. Quelques heures plus tard, donc, il est 19h, l'émission en direct débute sur Twitch et YouTube de l'Humanité, là. À 20h20 environ, c'est ma séquence. J'entre en plateau pour ma chronique reportage sur les 50 ans de la loi Veil. Et avant ma chronique, vous allez le voir, je vous le mets juste après, je raconte en substance ce qui s'est passé quelques heures plus tôt. On l'a décidé collectivement avec l'équipe parce que ça nous semblait important et ça donnait, j'allais dire, des éléments de contexte pour les prochaines émissions et puis comment ça se passe en vérité. Et pour ce faire, nous accueillons notre confrère, le journaliste Djemil Sanli. C'est l'heure de Contre-champ. Alors, pour planter le décor, Contre-champ, ce sera ta chronique politique mensuelle à l'UMA. Et pourquoi Contre-champ ? Eh bien, parce que tu nous emmèneras caméra au point, poser des questions aux responsables politiques qui n'ont pas toujours envie qu'on leur pose des questions. Comme la porte-parole du gouvernement que tu as l'habitude de fréquenter lors des comptes rendus des conseils des ministres à l'Élysée, ça donne souvent lieu à des échanges croustillants. En avril, Arrêt sur Image a carrément enquêté sur l'impact de tes questions à Prisca Thévenot et à leurs conséquences entre intimidation, prise à partie en coulisses et changement soudain du dispositif vidéo à l'Élysée. Tu avais raconté tout ça sur les réseaux sociaux et l'histoire avait même eu un écho jusqu'au plateau de Quotidien. Effectivement, alors à ce moment-là, ça donnait à voir un pouvoir politique exécutif un peu aux abois, un peu contre les contre-pouvoirs et pour un contrôle médiatique. Et depuis, le gouvernement a changé, sa porte-parole aussi, mais les méthodes pas vraiment. Alors avant de commencer la chronique, je vais vous raconter rapidement ce qui s'est passé ce midi. Pendant ce temps, en coulisses, tout le monde s'affaire et il y a Maude Vergnol qui suit l'émission, qui est la co-directrice de la rédaction de l'Humanité et qui voit qu'elle a reçu un SMS non lu sur son portable. 15 minutes plus tard, moi je sors de plateau et elle me montre le message. Il vient de l'Élysée, plus précisément de Benjamin Sayag, qui cherche à la joindre. Et sans aucune autre information. Alors est-ce que c'est un coup de pression, un nouveau coup de pression ? Ça en a tout l'air, mais à ce stade, on n'en sait pas plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette pratique est courante en vérité. Les rédacteurs en chef de grands médias reçoivent souvent des messages de l'entourage de ministres, ou même de ministres directement, ou d'élus, ou de personnes de pouvoir, pour se plaindre d'un journaliste ou d'un papier. Parfois même en plein direct, comme sur BFM, où un chroniqueur dont le propos déplaît au gouvernement ou un grand patron reçoit un coup de pression par SMS pendant la coupure pub. Ça semble fou, mais c'est courant. Allez voir le documentaire Les médias de la haine sur Off Investigation. En tout cas, le tout, c'est d'y céder ou d'y résister. J'ai donc décidé, comme en février dernier, de prendre les devants et de vous raconter l'histoire. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. En tout cas, j'ai toujours été libre dans ma parole, ici, comme ailleurs, toujours transparent avec vous, qui suivez mon travail depuis des années. Alors, c'est tout naturel, on est sur ma chaîne, voilà, je fais ce que je veux. Ce mercredi soir-là, le 27, après la première de Ça ira, on était tous très heureux à l'UMA et contents de nous, de notre travail collectif. De mon côté, moi, j'étais très heureux, c'est vraiment le mot, des retours reçus de la part des journalistes de l'UMA présents, aussi de son directeur, Fabien, et de mes nouveaux collègues, qui étaient manifestement tous très contents de mon travail et très encourageants. En tout cas, moi, je remercie énormément l'UMA pour le soutien et surtout pour la confiance dont ils m'ont fait part pour cette première. Et l'expression de tout ça, eh ben, ça faisait du bien, je vous dis, surtout pour une première comme ça qui commençait sur les chapeaux de roue avec cette histoire, ça faisait du bien après cette journée de fou. Alors d'ailleurs, moi je vous encourage à aller voir le replay de mon premier passage chez eux, malheureusement renié. Au début, l'intro que vous avez pu voir là dans cette vidéo a été coupée, vous avez peut-être compris, du replay à cause de problèmes techniques dans le son propre à des premières, hein, ça arrive. Bref, allez voir le replay et faites-moi vos commentaires là-bas, vos retours et tout. Ça me ferait plaisir. En tout cas, moi je m'arrête ici, ça fait déjà une longue histoire. Mais je vous promets de vous tenir au courant des prochains épisodes, parce qu'il y en aura évidemment. Voilà, parce que bon, moi je veux bien continuer à faire mon travail. Mais j'ai un cas de conscience, ça arrive un truc comme ça même si c'est normal, c'est terrible. Hein. Ce n'est pas juste, mais c'est normal dans le sens, c'est la norme. Ça apparemment, c'est courant, mais voilà, c'est les méthodes. Non, moi, ça me paraît dingue de garder ça pour moi et de pas vous en parler, quoi. En tout cas, moi, je m'arrête là. Ça fait déjà une assez longue histoire, mais je vous promets de vous tenir au courant des prochains épisodes. Oui, il faut bien mettre un peu de légèreté, parce que sinon, ne resterait que la gravité de voir à quel point un pouvoir politique peut basculer dans l'autoritarisme. Il n'y a d'ailleurs pas qu'une seule méthode pour y arriver, pas qu'une seule version non plus de l'autoritarisme. Il y en a 50 nuances là aussi. Quand le pouvoir, par exemple, arrive à faire se soumettre les journalistes politiques pour leur faire accepter
la relecture et la correction de leurs papiers avant publication, comme ça a eu maintes fois lieu sous Macron et pas que, eh bien c'est qu'il y a péril en la demeure. Alors attention, not all journalists, hein. Ça fonctionne là aussi. Mais nombre d'entre eux sont noyés dans une dissonance cognitive, englués dans une forme de conflit d'intérêts, psychologique voire physique. Ouais, il y a des trucs, parfois c'est incestueux. Bref, dans une situation telle qu'il n'est plus nécessaire de les forcer à quoi que ce soit. Ceux-là sont persuadés d'être libres, d'être dans le juste, et de faire les choses comme il le faut. Si je vous le raconte comme ça, c'est que j'ai eu des discussions incroyablement précieuses avec certaines d'entre eux et d'entre elles, qui m'ont permis de voir et comprendre cette mécanique problématique pour notre profession, et de fait, pour la démocratie. Oui, c'est un enjeu démocratique en bout de course, car le savoir, l'information, ce sont les seules armes du peuple pour être libre, et donc en démocratie. Allez, je m'arrête là. On se donne rendez-vous ici très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez voir la précédente, l'entretien avec Gilles Perret et Ruffin, c'est très intéressant. Et sur l'UMA, évidemment, le 18 décembre à 19h pour la deuxième de Ça ira, le deuxième épisode de Contre-champ, qui est le titre de ma chronique reportage. En tout cas, je vous dis merci beaucoup pour tout et de votre attention. Et à très bientôt, parce qu'on a encore 1000 choses à se dire. Ciao!